Tapis rouge et gros contrat pour François Hollande, invité d'honneur en Arabie Saoudite du sommet du Conseil de coopération du Golfe. On l'a dit, c'est une première pour un chef d'État occidental. Sommet qui a notamment mis dans son viseur l'Iran chiite et la Syrie. Du coup, François Hollande parle de paix, de lutte contre le terrorisme, de sécurité et de stabilité. Le sens de cette visite, être utile d'abord à la sécurité et à la paix. Lutter contre le terrorisme et faire en sorte que nous ne puissions pas rester indifférents face au chaos qui menace plusieurs États de la région. Être capable à la fois de montrer une solidarité, un soutien pour assurer la sécurité et la stabilité et en même temps prendre des initiatives diplomatiques. Nathalie Goulet, bonsoir. Vous êtes sénatrice UDI de l'Orne et présidente du groupe d'amitié des pays du Golfe, France, pays du Golfe, donc par définition. On vient d'entendre François Hollande, il parle un peu comme le président d'une grande puissance. Est-ce que la France peut remplacer les États-Unis, en a-t-elle les moyens d'ailleurs, dans cette région ? Écoutez, je ne crois pas que ce soit le sujet, mais aujourd'hui, la France est une grande puissance. Être invité au Conseil de coopération des pays du Golfe, qui se tient à Riyad, mais il aurait pu se tenir dans une autre capitale. Il ne faut pas focaliser sur l'Arabie Saoudite. Ce Conseil de coopération tourne dans les capitales du Golfe. C'est un exploit diplomatique. C'est un véritable exploit diplomatique, ce n'est jamais arrivé. Et ça résulte évidemment de la politique menée par Laurent Fabius et par le président qui ont soutenu l'Arabie Saoudite dans ses différents combats récents, y compris dans une exigence à l'égard du nucléaire iranien qui évidemment satisfait nos amis saoudiens. Vous considérez que c'est un bon point diplomatique, même si certains émettent des réserves sur ce rapprochement avec l'Arabie Saoudite, dont on sait que certains donateurs financent le terrorisme. Bon, alors j'ai présidé la commission d'enquête sur les réseaux djihadistes. On parlera si j'ai un rapport à l'OTAN sur le financement du terrorisme. C'est quand même un sujet sur lequel je peux un peu parler. Je pense qu'il y a deux choses à distinguer. Quand on est politique, quand on aime son pays, on aime qu'il figure sur l'échiquier diplomatique. Or, aujourd'hui, la France pèse sur l'échiquier diplomatique. Alors, que ce soit pour des bonnes ou des mauvaises raisons, ça, on peut voir les choses ensuite. Mais ce qu'il faut voir, c'est que dès que François Hollande va avoir le dos tourné, les talons plus exactement tournés de retour vers Paris, c'est John Kerry qui part à Riyad pour être sûr que les problèmes ne se posent pas. Car savez-vous que le 13 et le 14 mai prochain, le président Obama reçoit ses dirigeants des monarchies du Golfe à Camp David, précisément pour leur assurer que le nucléaire iranien et l'accord sur le nucléaire iranien ne poseront aucun problème de sécurité à leur égard. Donc, si vous voulez, c'est quand même une partie extrêmement serrée qui se joue aujourd'hui, dans laquelle la France a une place prédominante et on peut être content. Mais pour gagner quoi ? D'abord... Les contrats, uniquement ? Mais je crois que c'est une résultante. Vous savez, les pays du Golfe n'ont pas d'autonomie stratégique, n'ont pas de souveraineté diplomatique, enfin de souveraineté militaire. Ils sont toujours entre l'alliance avec les États-Unis et la France. On a marqué un certain nombre de points importants avec l'ouverture d'une base militaire à Abu Dhabi. Du temps de Nicolas Sarkozy. Ce qui était quand même aussi une innovation et ce qui nous a beaucoup servi après dans le prépositionnement de nos troupes, après l'Afghanistan, etc. On a des accords de sécurité avec l'ensemble de ces pays. Les États-Unis en ont aussi, et donc ils partagent, si vous voulez. Ils sont un peu, j'ai l'habitude de dire qu'ils sont un peu comme des enfants dont les parents divorcent. Alors ils voient de chaque côté quels avantages ils peuvent tirer. Et je pense que les contrats sont la résultante de ces positions politiques. C'est pas pour les contrats que le président a fait ça, je ne le pense pas. Je peux me tromper, mais je ne le pense pas. Donc ces contrats qui sont une bonne nouvelle pour l'économie française. Excellent. Vous considérez qu'il n'y a pas de crainte à avoir d'entretenir une relation un peu de dépendance financière vis-à-vis de pays qui investissent en France, avec qui on signe des contrats, alors qu'il y a toujours cette crainte de réseaux islamistes soutenus par des fonds saoudiens. Alors, soutenus par des fonds saoudiens, d'abord, il n'y a pas de preuves. Bon, à un moment... Les services de renseignement le disent, que les donateurs saoudiens il y a des donateurs sont très privés. présents. Je rentre de Washington, où j'ai rencontré les plus gros responsables du Trésor américain pour voir la façon dont ils gèrent ce sujet, parce que c'est un sujet international. Imaginez-vous qu'on n'est pas les seuls à avoir ce type de difficultés, qu'on ne réglera pas non plus intramuros. Là aussi, il y a des mesures qui ont été prises, et les Saoudiens ont vraiment tout à fait décidé de
mettre un terme à des financements qui étaient des financements privés et pas des financements d'État. D'accord, ils sont devenus donc plus fréquentables depuis la mort du roi Abdallah. Il n'y a jamais eu de financement du terrorisme sunnite par un État, mais Marie-Hélène le rappelait quand même, par les fondations. Enfin, ça a été démontré à plusieurs reprises. Et là, d'un seul coup, ils disent, oula, attention. Effet boomerang possible sur nous à Riyad et dans les monarchies, du coup, on va peut-être mettre la pédale douce. Oui, vous savez, parfois... Simplifie un peu, mais c'est un petit peu ce qui se décline. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Orient est compliqué. À un moment ou à un autre, ils ont pu soutenir tel ou tel mouvement pour des intérêts qui n'étaient pas ceux-là, comme du billard à 3 bandes, comme il a fallu soutenir Ben Laden qui n'était pas Ben Laden parce qu'il fallait lutter contre les Russes qui étaient en Afghanistan. Et après, évidemment, la créature dépasse le maître. Que voulez-vous que ça ? Un grand classique. C'est exactement ce qui se passe. Et puis, il faut quand même comprendre la déstabilisation complète de la région grâce notamment à l'intervention américaine en Irak en 2003. Il ne faut quand même pas oublier que ça a quand même provoqué un chaos jusqu'à aujourd'hui et qu'il n'y a plus d'État dans cette région. La Syrie est en très mauvais état, la Libye n'existe plus. Évidemment, l'Irak est aussi en décomposition et n'est pas recomposé politiquement en tous les cas. Le Kurdistan, la même chose. Donc vous voyez, on est quand même dans une zone de grande turbulence et c'est un peu normal que chacun essaye de reprendre ses esprits par rapport à Daesh, qui est quand même une menace globale, y compris pour les Saoudiens. On va parler de la loi sur le renseignement. Absolument, puisqu'il nous reste Voilà. 2 minutes à peu près, je pense. Elle a été votée à l'Assemblée nationale à une très large majorité. Doit-on avoir des craintes, comme certains militants des droits de l'homme, comme Christiane Taubira, au plus haut niveau de l'État, qui dit « Si je n'avais pas été ministre, j'aurais manifesté contre ce texte ». Écoutez, moi je suis très embêtée parce que j'ai écouté Esther Benbassa qui m'a précédée, qui est à la commission des lois. Moi, j'ai présidé la commission d'enquête sur les réseaux djihadistes. Donc, les problèmes du renseignement, il est évident que le renseignement est au cœur des préoccupations. Je vais juste vous donner un exemple, pour ne pas rentrer sur le texte que je connais mal encore, dont j'ai lu évidemment toutes les critiques cumulées. Kouachi, Koulibaly, Mera, Nemouche et notre dernier étudiant algérien ont été repérés, fichés, subsidiairement incarcérés. Et donc, on les connaissait, d'accord ? On les a quand même lâchés. Et pendant le moment où on a cessé de les surveiller parce qu'il y avait d'autres priorités, ils ont commis ces actes abominables. Ça veut dire que ce n'est pas en surveillant les ordinateurs qu'on arrivera à régler le problème. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est des hommes et des moyens. Si vous enregistrez des gens le lundi, mais que vous lisez les enregistrements le vendredi, parce qu'il n'y a pas de moyens, pas d'hommes et pas de formation, entre le lundi et le vendredi, il peut se passer des choses. Je ne suis pas sûre que la loi corresponde aux besoins. Mais François Hollande a annoncé des renforts en hommes et en moyens, justement. C'est pas suffisant, quelques centaines d'hommes, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est très important. C'est 200, 300. Mais je pense qu'on doit être à peu près à 900 millions d'euros depuis Charlie. Enfin, c'est une somme astronomique. Mais encore faut-il arriver à former les gens. Et puis, je vous rappelle, et j'insiste sur le fait, que le tout répressif ne réglera rien. Il y a des problèmes de société, il y a des problèmes d'intégration, il y a des problèmes de radicalisation, il y a des problèmes d'organisation de l'islam de France. Il y a tout un tas de problèmes qui se cumulent, de laïcité mal comprise, de guerre d'ourlet, de gens qui ont rompu le lien citoyen. Mais tous ceux dont on vient de parler quand même, il y a des traits communs. C'est qu'ils sortaient, enfin, ils n'étaient pas dans le schéma. Enfin, bon, il y a effectivement un Algérien, mais les autres, ils ont eu des enfances très douloureuses, mais ils ont été pris en charge par les services sociaux et de façon remarquable. Tout le monde est d'accord pour le dire. Ils sont allés à l'école, ils ont été scolarisés, ils étaient même étudiants. Mais si on avait un profil, ce serait tellement plus simple et si on savait faire. Mais vous vous rendez compte, on est un peu sur le Titanic à la louche. Je veux dire, le problème est extrêmement complexe, mais il est aussi sociétal. C'est aussi un problème d'intégration, c'est aussi un problème de reconnaissance, c'est un problème de compréhension, c'est un problème vraiment sociétal. Comment vous expliquez que 25% des djihadistes soient des chrétiens convertis ? Il y a bien une rupture du... Comment c'est des chiffres qui sont contestés. Pas tellement. Mettons, il faut actionner tous les leviers. Il faut actionner tous les leviers. Et je pense que, de toute façon, le renseignement est essentiel. Je ne suis pas sûre que la forme qui lui soit donnée soit la meilleure. Ça, c'est une chose. Et la prévention en est une autre. Et à mon sens, il faudra aussi beaucoup travailler sur l'éducation. Tout ça doit être fait de façon concomitante. Et c'est un vrai dossier sur lequel, je vous rassure, l'ensemble de la classe politique est absolument convaincu de la nécessité. L'action du gouvernement est tout à fait exemplaire. On peut ne pas être d'accord avec un texte ou un autre, mais tout le monde est convaincu de la nécessité de combattre le terrorisme. Je rappelle que vous êtes sénatrice UDI et depuis le début de l'interview,
vous dites beaucoup de bien du gouvernement et de François Hollande. J'avais cru comprendre que l'idée était plutôt dans l'opposition. Ça signifie quoi ? Ça signifie que quand on fait marcher le commerce extérieur, que quand on donne du reflet et du relief à la diplomatie française, même encore une fois si je ne partage pas tout à fait les raisons d'ostracisme à l'égard de l'Iran et du réchauffement, je pense qu'on doit être content pour la France et c'est ça qui compte. Merci beaucoup Nathalie Goulet d'être venue nous voir, sénatrice UDI donc de l'Orne. Un mot de la bourse de Paris qui a terminé en baisse, en forte baisse, moins 2,12% à suivre les cotations.